se pourrait que le meilleur de l'ouvrage réside en ce qui reste à dire, alors que l'œuvre est terminée. Les copeaux. J'ai mené une longue existence aux prises avec les asociaux. De temps à autre, j'ai écrit un livre témoin. Ce livre-ci est à coup sûr l'ultime. Une double cataracte éteint mon regard qui veille à ce que ma main écrit. Je balaie l'atelier. C'est ce livre-ci. Je regarde par la fenêtre les oiseaux qui cherchent le cri qu'ils n'ont pas lancé. Me reste à regarder pousser le chêne foudroyé, qui est un des personnages de Copeau. Événement. Ce qui est arrivé, c'est que je me suis assis sur un clou rouillé qui dépassait du plancher. C'était la guerre, et j'avais 5 ans. Les murs épais de la maison, qui fut une grange, ne me protègent que du vent et de la pluie. Celui qui ne dit rien a tracé au fusain, sur le mur de plâtre, des petits cernes. Si je ne l'avais pas arrêté, il en aurait tracé à l'infini, hors les murs et le plâtre. Autiste, dit-on de lui, qu'ignore qu'il aime, lui. J'ai eu 5 ans en pleine guerre. J'en ai 83 et la guerre me manque. J'avais 5 ans peut-être, depuis que j'étais réfugié là, le menuisier de Bergerac, tôt levé, faisait des copeaux. Hier, la neige. Aujourd'hui, le soleil sur la même branche. Les portes, ça bouche les chemins. C'est quelque chose qui bouge et pourtant c'est toujours à la même place. Mais du côté des gonds. C'est jamais tout à fait bien en place. Jean-Marie a toujours eu des histoires extraordinaires avec les portes. S'il se trouvait dans une pièce avec moi et qu'à un moment donné, il fallait sortir, il est flagrant que de l'endroit où il se trouvait, il pouvait très bien présumer qu'il était trop large pour passer la porte. Si on voit ses propres épaules et qu'on envisage de passer par là, eh bien ça ne passe pas. Il ne pouvait pas passer. Il hésitait longtemps. Il rassemblait les morceaux. Il resserrait très nettement. Il cherchait à comprimer un peu ça, qui était lui, et qui allait devoir passer un truc si petit et si étroit. Mais du moment où je lui donnais quelque chose à porter, un objet à porter ailleurs, il y avait un projet. Et cette espèce d'angoisse, d'être beaucoup trop large pour passer la porte, disparaissait. Et ça passait tout seul. Il passait à la suite de la chose à porter. On pourrait prendre les portes comme ponctuation dans mon histoire. En 1917, j'avais 3 ans et demi. Nous étions réfugiés à Bergerac, parce que c'était la guerre. Et j'allais à l'école maternelle de Bergerac. Je la vois bien, cette porte verte. Il fallait que je rentre là-dedans. C'est sûr que je suis rentré. Mais quelque chose est resté dehors. Le sujet est rentré. Le bon petit sujet ou le mauvais, ça dépend des moments.
Le sujet est rentré à l'école comme il faut, puisqu'il le fallait, mais quelque chose est resté dehors. Quelque chose de très vivace, comme du chien d'or. Il y a comme ça du vivace de quelqu'un qui est toujours resté dehors. En fait, j'y étais rentré. Il n'y avait qu'une petite fille. On faisait des traces. On faisait des rues dans la cour. Et elle allait faire les courses à l'épicerie ou à la boulangerie. Et alors ces traces qu'on faisait, c'était du dehors qui était dedans. Mais les autres piétinaient sans arrêt nos traces. C'était dramatique. Il fallait les refaire sans arrêt. Quelques années plus tard, au petit lycée, j'avais le prix d'excellence. Et tous les prix, ou quasiment. Ça fait beaucoup pour un gamin de 8 ou 9 ans. Le jour de la distribution, la foule, le théâtre, l'appel des noms. Et dehors, moi qui portais la pile de livres rouges, ni fier, ni rien, ahuri. Ce jour-là, j'ai vu des parents qui disaient à un de mes semblables, en lui tiraillant les bras qu'il avait libres, alors que les miens étaient pris à porter la pile enrubannée. Tiens, mais regarde-le celui-là, regarde, regarde. Il lui tiraillait énergiquement les bras, haineusement même, ça se voyait. C'était donc à cause de moi. S'il se faisait secouer comme ça, celui-là que je connaissais bien, toute l'année, dans la cour trop vaste, nous avions joué aux billes, tous les deux. Il y avait une petite fosse au pied de là. Pas question de perdre ou de gagner. Je me suis vu tel qu'on pouvait me voir. La honte m'a pris violemment, comme un accès de fièvre, dans la chaleur et la lumière de ce gibier-là, dans la foule au bas des marches du théâtre. Jamais plus. Les cours, le fait d'entendre parler de quelqu'un, l'ambiance de l'amphi, je ne sais pas quoi, ça me donnait des envies de pisser absolument incoercibles. Alors je sortais, et après il y avait la porte. Je ne pouvais pas rentrer, je ne rentrais pas. Dehors, de bistrot en copain, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique d'Armentières, parce que j'avais là un copain. C'est un type qui était interne, qui pouvait m'accueillir, m'héberger. Et puis, un hôpital psychiatrique, c'est un lieu fantastique, très très vaste. Après ça, par hasard, c'était le service militaire. J'avais oublié de faire une demande de sursis. Je me suis retrouvé à l'école militaire à Paris. Il y a là une sacrée porte, une grille extraordinaire. C'était 1936. Dans la cour de l'école militaire, il y avait les camions des gardes mobiles, toujours prêts à partir à cause des manifestations. Nous, on passait notre temps à quelques-uns à mettre du sucre dans les réservoirs des camions. Et on faisait des paris comme au tiercé pour savoir celui qui irait le moins loin dans la rue. Et nous, on restait derrière les grilles. On ne passait pas la porte. On était obligés de rester dedans. À ce moment-là, les instituteurs étaient libérés 2 ou 3 mois avant la fin du service pour ne pas manquer à leur poste. Je n'étais pas instituteur du tout. Et du fait que je n'étais pas rentré, ils en ont déduit que j'étais instituteur. Alors tout s'est arrangé, c'était impeccable. Je me suis retrouvé pour de bon. Il faut croire qu'il m'avait donné des idées. Instituteur suppléant dans une classe de perfectionnement à Paris, rue de la Brèche au Loup. Puis, au bout de quelques temps, à force de faire classe à des gosses
qui n'avais pas du tout envie d'être en classe, justement, je me suis dit, tant pis, je vais les emmener au bois de Vincennes. Ils étaient méchants. Ils n'avaient que l'instituteur pour pantin. Ça fait bien quelque temps. Alors je leur ai dit, on va au bois de Vincennes. En lui disant, rien qu'à voir comment ils sont dedans, il ne faut pas essayer d'imaginer comment ils vont être dehors. On a donc passé la porte, dans le bon sens. On est parti. Puis je marchais devant. Je n'osais pas me retourner. Je n'entendais rien derrière. Ça marchait. Je me suis retourné. Eh bien, ils se donnaient la main. Il y avait des grands de plus de 15 ans. Ils se donnaient la main comme à la maternelle. Absolument affolés d'être dehors quand c'était pas le moment. Ils m'ont suivi comme ça jusqu'au bois de Vincennes, alors que dedans, c'était des cailloux. Du coup, j'ai continué. Je me suis retrouvé au bois de Vincennes jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après ça, c'est la guerre. Il n'y a pas tellement de portes dans la guerre. La boucher des lavabos avec des morceaux de couverture. Aller voir les copains de la maison d'éducation voisine pour les décider à s'évader et à venir au centre où on n'est pas emmerdé. Situation irrégulière. Administration pas d'accord. Ça sent l'humain. Comprendra-t-on que les noyés qui vont revivre commencent par vomir? 2 gendarmes m'en amènent un, solidement maintenu. Ils en avaient très visiblement chaud aux aisselles. Un qui m'engueule d'entrée. Ouais, c'est vous le fameux Deligny. Ben, je vous emmerde. J'ai entendu parler de vous, vous savez. Ben, je vous emmerde et je vous casserai la gueule. De la part de tous ceux que vous avez roulés. Monts et merveilles qui promet. Et liberté, cette vache. Puis on reste bouclé. T'es plus si fier, hein, pot de salaud. Moi, je m'en fous. Je peux tout dire. Je suis évadé 3 fois d'Armentières. Et je vais y retourner. Alors, hein, il dit rien, hein. Cette gueule a bouffé nos biscuits. Je ne dis rien parce que c'est mon habitude de ne pas être impulsif. Je retrouve les sonorités de l'engueulade d'asile d'aliénés, la bravade claironnante de l'individu arrivé lui-même à ses fins. Il use inutilement ses forces à engueuler des personnages imaginaires ou les représentants palpables de la société. Je pense que ce qu'il me raconte, j'en pense autant, aussi sec, aussi simple, de préfets, des ministres. Par où est-il aliéné et par où ne le suis-je pas? J'ai assez vu les gendarmes, je leur dis avec un sourire compréhensif qu'ils peuvent se détacher. Ils exécutent, disparaissent. L'autre est muet, inerte. Les excités de son espèce ont besoin d'un public. Je prends ma voix de musique pour lui rappeler. Alors, tu voulais me casser la gueule. Il s'approche de ma table, sur la pointe du godillot, se penche, et d'une voix profonde et grave, de confidence, venue du ventre. Monsieur, je voudrais un jour de permission. J'ai fait un enfant à une fille dans une ferme près d'Erkingen. Il faut absolument que j'aille me marier. L'un d'entre eux, toutes les 10 minutes, gonflait son ventre énormément.
nous l'avons appelé cornemuse. Puis, par le gosier et le trou du cul, en se dégonflant, il fait entendre la Marseillaise. Nous l'avons nommé président. À part ça, président cornemuse. Le crayon noir glisse sur le papier blanc. Écrivain devrait s'écrire écrivain. Dans la maison où vivent des enfants sans langage, j'écoute le chant des oiseaux. Je regarde par la fenêtre les oiseaux qui cherchent le cri qu'ils n'ont pas lancé.